Donc on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous donc pour cette conférence qui va être sur l'inutilité apparente des mathématiques et pour laquelle on accueille Jean-François Colonna qui est un chercheur à l'école polytechnique au CMAP, donc qui est le Centre de mathématiques appliquées. Je vous laisse la parole. Bien, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. Bien, bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu frustré parce que, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants aux organisateurs, là, j'ai plutôt l'habitude de parler en face d'un public humain, vivant. Et je suis un peu frustré donc d'être devant un écran. J'ai l'impression d'être devant le vide. Mais enfin bon, ça n'empêche pas de parler. Donc, il y a un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les mathématiques. Et depuis des années et des années, j'essaye de sensibiliser le grand public, sensibiliser les jeunes, en particulier les collégiens et les lycéens, à l'intérêt et à la beauté des mathématiques. Et si vous voulez, j'ai l'habitude, moi, à côté de mes activités de recherche, donc, de rencontrer des gens, des jeunes en particulier, et de leur parler des mathématiques. Mais surtout quand j'en ai la possibilité, et là aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu difficile pour les raisons techniques que j'évoquais initialement, j'ai l'habitude d'interroger un petit peu, savoir ce que les gens pensent des mathématiques, est-ce que ça sert, est-ce que ça ne sert pas, est-ce que c'est utile, etc. Et malheureusement, quand je peux procéder à ce genre d'interrogatoire, eh bien, il y a finalement deux réponses qui arrivent majoritairement en tête. La première, c'est que les mathématiques ne servent à rien. Et puis, il y a une deuxième réponse très surprenante, elle, les mathématiques servent pratiquement uniquement quand on passe à la caisse d'un supermarché. Alors oui, effectivement, quand on passe à la caisse d'un supermarché, eh bien, aujourd'hui, ce sont des machines qui le font, mais autrefois, c'était fait à la main. On fait effectivement des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions, de façon à savoir quel est le montant de l'addition qu'on devra régler à la fin. Mais en fait, il faut savoir que vous êtes ici, enfin, nous sommes ici à l'école polytechnique. L'école polytechnique, elle est connue internationalement pour l'enseignement supérieur de très haute qualité qu'elle délivre, mais elle est aussi connue pour son centre de recherche. Et donc, à l'école polytechnique, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 23 laboratoires qui permettent de conduire des recherches en physique, en chimie, en biologie, en économétrie et en mathématiques. Et en fait, il y a à l'école polytechnique deux laboratoires de mathématiques, le laboratoire de mathématiques pures et le laboratoire de mathématiques appliquées. Et ces deux laboratoires, si on les met ensemble, eh bien, représentent entre 200 et 300 chercheurs. Alors vous imaginez bien que si les mathématiques se limitaient à faire des additions, des multiplications, des divisions et des soustractions, ça serait difficile de justifier, à l'école polytechnique en particulier, plus de 200 chercheurs sur ces sujets. Alors, entre parenthèses, malgré tout, étudier la multiplication, l'addition, etc., c'est un sujet de recherche, mais pas uniquement. C'est un sujet de recherche tout simplement parce qu'on a besoin quelquefois en mathématiques de manipuler de très très grands nombres. Et pour manipuler de très grands nombres, on a besoin de le faire rapidement. Et donc, il est nécessaire de voir s'il n'existe pas des méthodes mathématiques qui vont permettre d'accélérer en particulier les multiplications et les divisions en ne les faisant plus comme on apprend à les faire à l'école primaire. Alors ça, c'est par exemple utilisé en cryptographie, c'est aussi utilisé par les gens qui s'amusent à calculer les décimales de pi. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 30 000 milliards de décimales de pi calculées. Ça veut dire que certaines personnes manipulent des nombres qui ont plusieurs dizaines de milliers de milliards de chiffres, qui sont donc des nombres très importants. Et quand il s'agit de multiplier, de diviser ces nombres les uns avec les autres, eh bien, il est évident que de trouver des méthodes qui vont accélérer ça de manière importante, eh bien, sont des procédés intéressants. Donc, je vais vous parler de mathématiques. Et comme le sujet me tient à cœur et qu'il est en fait difficile d'en parler en quelques minutes, j'ai choisi donc de découper mon intervention en 4 épisodes. Et c'est pour ça qu'au cours des jours qui viendront, vous me reverrez 3 fois. Alors aujourd'hui, premier épisode, nous allons parler de l'inutilité apparente des mathématiques. Lors du deuxième épisode, nous montrerons que les mathématiques sont le langage de la science et de l'industrie. Lors de l'épisode 3, je vous montrerai que les mathématiques sont une branche vivante de la recherche scientifique et que de temps en temps apparaissent de nouvelles branches de cet arbre monumental.
Et l'exemple que j'ai choisi, que je connais bien, c'est celui de la géométrie fractale. Enfin, lors du quatrième et dernier épisode, eh bien, je vous montrerai que malgré l'enthousiasme, la présentation que j'espère enthousiasmante de ces outils mathématiques, informatiques, etc., eh bien, malgré tout, tous ces outils présentent des limites et que pour bien les utiliser, il faut en connaître les limites. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'inutilité apparente des mathématiques. Parce que c'est vrai, si beaucoup de gens répondent que les mathématiques ne servent à rien, c'est peut-être parce qu'on ne leur a pas appris que les mathématiques servaient. Or, les mathématiques, elles sont aujourd'hui partout dans la vie courante. Si d'un simple coup de baguette magique, comme Harry Potter, j'étais capable de faire disparaître les mathématiques, faire qu'elles n'aient jamais existé, eh bien, nous ne pourrions pas être là ensemble à se parler par réseau interposé, tout simplement parce que l'électricité, elle est produite finalement indirectement par des découvertes qui ont été faites grâce aux mathématiques. L'ordinateur que j'utilise actuellement est le produit même de la recherche en mathématiques. Et donc, les mathématiques sont partout dans la vie courante. Dans une automobile, le contrôle de la direction, du freinage, de l'allumage du moteur, la navigation avec le GPS, le téléphone portable, la photo numérique, etc., sont des outils qui sont aujourd'hui dans le quotidien, tellement ancrés dans le quotidien qu'on finit finalement par en oublier la complexité et le fait que les mathématiques en soient à l'origine. Alors oui, effectivement, on ne vous a peut-être jamais dit clairement que les mathématiques, elles étaient utiles. Mais aussi, comme je vais le montrer maintenant, et c'est ce que je vais faire en changeant de page, je vais vous montrer que finalement, les mathématiques peuvent présenter une apparence d'inutilité et que finalement, elles ressemblent beaucoup à un simple, entre guillemets bien évidemment, jeu de l'esprit. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de définir les mathématiques. Je vais vous donner aujourd'hui une première définition et lors du deuxième épisode, je vous en donnerai d'autres qui seront plus opératoires, si vous voulez. Alors, cette première définition des mathématiques, c'est celle qui apparaît ici sur cette page. Les mathématiques sont en fait un système formel. On va se donner une liste de symboles, les lettres de l'alphabet, majuscules, minuscules, l'alphabet grec, des chiffres, des symboles plus ou moins ésotériques, comme le plus, le moins, le multiplié, et en fait, sans limite, une liste de symboles. Ensuite, on va définir une syntaxe. Et avec cette syntaxe, on va écrire ce qu'on appelle des propositions. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, il suffit de faire une analogie avec le français. En français, nous avons une grammaire qui définit la syntaxe, et cette syntaxe nous permet de produire des phrases correctes, mais sans se soucier du fait qu'elles soient vraies ou fausses. Exemple, je bois de l'eau, c'est une phrase qui est correcte en français, sujet, verbe, complément. Si je dis je bois le ciel, la phrase est toujours correcte en français, sujet, verbe, complément, mais elle ne veut plus rien dire. Et donc, c'est un petit peu la même chose ici. Nous allons, grâce à la syntaxe formelle que nous définissons, pouvoir écrire des propositions qui sont les phrases mathématiques, mais indépendamment de savoir si elles sont vraies ou fausses. Ensuite, nous allons nous donner un certain nombre de règles de la logique qui vont nous permettre de déduire des propositions à partir de propositions plus primitives. Et je vais vous donner ici deux exemples de règles. Une proposition, dans le sens où je l'ai définie précédemment, elle est soit vraie, soit fausse, mais elle ne peut pas être autre chose. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du tiers exclu. Et puis, une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse. C'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. À partir de là, donc à partir de cette liste de symboles, de la syntaxe, des règles de la logique, nous allons trouver trois types de propositions. Un premier type qu'on appelle les axiomes. Alors les axiomes présentent une situation particulière. Finalement, les mathématiques ressemblent un petit peu à cette pyramide là, que je viens de faire apparaître sur l'écran. La pointe de la pyramide ici, ce sont les axiomes. Et ces axiomes, ce sont finalement un certain nombre de propositions fondamentales, non démontrables, et qui sont acceptées par la communauté. Et il faut voir donc que toutes les constructions mathématiques que nous ferons à partir de là, toutes ces constructions reposent sur les axiomes. Et je remontre cette image. Vous imaginez bien que si la pointe de cette pyramide est fragile, eh bien, tout l'édifice va s'écrouler. Et donc,
dresser une liste d'axiomes nécessaires à la construction des mathématiques est une entreprise très difficile en particulier lorsqu'on a besoin, comme nous le verrons tout à l'heure, de rajouter de temps en temps de nouveaux axiomes. Alors ça, c'est donc le petit nombre d'axiomes qui vont être nécessaires. Alors je vais vous donner plusieurs exemples d'axiomes que j'ai choisis dans 3 catégories: l'arithmétique élémentaire, la théorie des ensembles et la géométrie euclidienne. Alors, l'arithmétique élémentaire, donc c'est celle que l'on connaît, qu'on apprend à l'école primaire, les nombres entiers, l'addition, la multiplication, etc. Et donc, voici sur l'écran un certain nombre d'axiomes qui définissent l'arithmétique élémentaire. Un premier axiome: l'élément appelé 0 est un entier naturel. Alors tout ça, ça peut vous paraître très élémentaire, presque naïf, mais on a besoin de ces définitions pour pouvoir construire, encore une fois, l'édifice des mathématiques. Ensuite, deuxième exemple d'axiome de l'arithmétique: tout entier naturel n a un successeur que l'on note S de n. Bon, vous pouvez le noter différemment, n plus 1 par exemple, mais dans le cas présent, nous allons le noter S de n. Troisième exemple d'axiome: aucun entier naturel n'a 0 pour successeur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'entier n tel qu'il existe un prédécesseur à 0. Ensuite, quatrième axiome: si deux nombres m et n ont même successeur, alors ces deux nombres sont égaux. Ce qui est écrit ici, S de m égale S de n, implique m égale n, etc. Bon, il y en a beaucoup plus que ça, évidemment, mais je ne vous en ai donné que quelques-uns parmi les plus simples à comprendre. Deuxième exemple, celui de la théorie des ensembles, appelée ZFC, Zermelo, Frankel et axiome du choix. Alors là, malheureusement, les axiomes qui sont à la base de la théorie des ensembles, théorie qu'on reverra dans quelques minutes, sont en général très compliqués à formuler et à comprendre. Mais là, j'en ai choisi 2 qui sont assez simples à comprendre. Le premier, c'est: il existe un ensemble dont aucun ensemble n'est élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un ensemble vide. Et c'est pour ça que cet axiome s'appelle l'axiome de l'ensemble vide. Deuxième exemple d'axiome de la théorie ZFC: deux ensembles possédant les mêmes éléments sont égaux. Maintenant, donnons un troisième exemple de série d'axiomes, ceux de la géométrie euclidienne. Voilà 2 exemples d'axiomes. Encore une fois, ils vont vous paraître tout à fait évidents, mais encore une fois, ce sont les bases essentielles et nécessaires. Premier exemple d'axiome, donc premier axiome: par 2 points distants du plan, il passe une droite et une seule. Deuxième exemple: dans un plan, étant donné un point et une droite ne passant pas par ce point, il existe une seule droite passant par ce point et parallèle à la première. Ça, c'est l'axiome des parallèles. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cet axiome des parallèles a une longue histoire, puisque pendant des siècles et des siècles, on a voulu en faire un théorème, c'est-à-dire quelque chose de démontré, comme on le verra dans un instant. Et malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et donc, il a été nécessaire de rajouter cette propriété, donc par un point extérieur à une droite dans le plan, il ne passe qu'une seule parallèle. Il a été nécessaire de le rajouter en tant qu'axiome. Mais du coup, les mathématiciens, au cours du XIXe siècle, moitié du XIXe siècle, se sont rendus compte qu'on pouvait ajouter d'autres types d'axiomes des parallèles. Par exemple, par un point extérieur à une droite, il ne passe aucune parallèle. Ou bien par un point extérieur à une droite, il passe une infinité de parallèles. Et donc, on a pu comme ça mettre en évidence, en jouant sur les axiomes, eh bien, l'existence de d'autres géométries que la géométrie euclidienne. Enfin, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler lorsque nous parlerons des applications des mathématiques à la physique. Alors donc ça, ce sont les axiomes, et encore une fois, ces axiomes, c'est la pointe de ma pyramide, c'est là-dessus que repose toute la structure, et encore une fois, il est essentiel que ces axiomes soient parfaitement cohérents les uns avec les autres, qu'ils n'introduisent pas de contradiction. Et encore une fois, si l'on souhaite rajouter, comme nous le verrons dans un instant, rajouter de nouveaux axiomes aux mathématiques, eh bien, il faut le faire avec le plus de précautions possible, de façon à ce que tout l'édifice ne s'écroule pas. Alors donc, 3 types de propositions: les axiomes, nous venons de les voir, et maintenant, des théorèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que des théorèmes? Eh bien, un théorème, c'est une proposition démontrée, c'est-à-dire montrer qu'elle est vraie. Et puis, il y a des conjectures, c'est-à-dire des propositions qui sont en attente de démonstration. En général, on est sûr qu'elles sont vraies, et quand je dis on, je veux dire les spécialistes du domaine, mais
malgré tout, la démonstration pourra conduire à une réfutation de la proposition. Alors, ce qui va nous intéresser par la suite, évidemment, ce sont les théorèmes, c'est-à-dire les propositions démontrées comme étant vraies. Et en fait, nous venons de voir ici encore une fois, trois types de propositions, les axiomes, les théorèmes et les conjectures. Et finalement, cet ensemble de bases des mathématiques font que les mathématiques ressemblent beaucoup à un jeu comme les échecs. Regardons un petit peu la situation du jeu d'échecs. Il y a là aussi une liste de symboles. Ce sont l'échiquier et les différentes pièces, blanche et noire. Syntaxe et règles de la logique, ce sont les déplacements autorisés des différentes pièces. Un petit nombre d'axiomes, eh bien, c'est tout simplement la configuration initiale des pièces sur l'échiquier. Donc, il y a finalement un seul axiome. Les théorèmes, eh bien, ce sont toutes les configurations possibles qui sont accessibles depuis la configuration initiale. Et puis les conjectures, eh bien, c'est se donnant une certaine configuration de pièces sur l'échiquier, est-ce que cette configuration peut être atteinte à partir de la configuration initiale? Donc voilà, les mathématiques, eh bien, finalement, c'est un jeu, comme le jeu d'échecs. Alors, notez une première chose, c'est que je disais tout à l'heure qu'un théorème, c'était une proposition que l'on démontrait, et il ne faudrait surtout pas confondre une vérification et une démonstration. Et pour ce faire, nous allons le voir dans un instant avec l'exemple du théorème de Pythagore. Bon, vous vous souvenez tous, j'espère, que le théorème de Pythagore est relatif au triangle rectangle dans le plan, et qu'il dit que le carré de l'hypoténuse, donc z au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, x2 plus y2. Alors on pourrait se dire, et pourquoi est-ce qu'on va essayer de démontrer cette propriété alors qu'il suffit de la vérifier? Alors la vérifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais dessiner un triangle rectangle, en voici un, je vais mesurer les côtés, et puis je vais vérifier que j'ai bien x2, z2 égale x2 plus y2. Mais est-ce que la vérification sur ce triangle rectangle unique, est-ce qu'elle est possible finalement? Eh bien non, parce que vous l'avez certainement appris en physique, il est impossible de mesurer des longueurs, en physique naturelle, avec une précision infinie. D'autre part, est-ce que l'angle qui est ici est réellement droit? Il est peut-être droit, mais à une fraction de degré près. Et donc, la vérification que je vais faire, que Z2 égale X2 plus Y2, ne sera qu'approximative. Et puis, si j'ai réussi malgré tout à vérifier cette propriété sur ce triangle rectangle, qui me dit qu'elle sera encore vraie sur un autre triangle rectangle? Pour des triangles rectangles, il y en a évidemment une infinité. Eh bien, c'est là la puissance d'une démonstration, c'est qu'en général, une démonstration traitera globalement et simultanément une infinité de cas. Et lorsque nous aurons démontré le théorème de Pythagore, eh bien, nous saurons qu'il est vrai pour l'ensemble des triangles rectangles qui, encore une fois, sont en nombre infini. Alors, regardons une petite démonstration du théorème de Pythagore, une démonstration classique. Je la montre juste pour rappeler comment on fait une démonstration. Donc, nous avons ici un triangle rectangle. Je vais construire successivement les figures qui viennent d'apparaître. Donc, avec ce triangle rectangle, je construis cette figure qui est un carré. Donc, chacun des côtés sont égaux à x plus y. Ensuite, si je joins les points là, qui sont marqués par des petites boules, je vais obtenir la figure qui apparaît en rouge. Et donc, arrivé à la figure qui est à l'extrémité de droite, je suis en présence d'un certain nombre de polygones. Un petit quadrilatère rouge, un grand quadrilatère vert et 4 triangles rectangles bleus. Alors, lorsque l'on fait une démonstration, et le théorème de Pythagore, encore une fois, a une démonstration qui est très élémentaire, et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres théorèmes, eh bien, il ne faut jamais dire « il semblerait que »,« oh, j'ai l'impression que »,« on va faire comme si », etc. Non, il faut être sûr de tout ce que l'on dit. En particulier, le quadrilatère qui est rouge ici semble être un carré, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le démontrer. Alors oui, c'est un carré, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces quatre côtés sont égaux aux hypoténuses, enfin à l'hypoténuse du triangle rectangle de départ. Ensuite, l'angle qui est ici est droit. Et pourquoi est-il droit? Tout simplement parce que cet angle-là et celui-ci sont complémentaires. Donc cet angle-ci et celui-là sont complémentaires. Et comme ici j'ai un angle plat, ici j'ai nécessairement un angle droit. Donc, je résume,
Je suis en présence d'un grand carré vert, d'un petit carré rouge et de 4 triangles rectangles bleus. Et bien maintenant, c'est fini, la démonstration est pratiquement terminée. Il suffit que j'écrive que la surface du grand carré est égale à la surface du petit carré plus 4 fois la surface du triangle rectangle, c'est-à-dire x plus y au carré égale z au carré plus 4 fois 1,5 de xy. Excusez-moi. Après simplification, x2 plus y2 égale z2, c'est le théorème de Pythagore. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai réussi à démontrer ce fameux théorème de Pythagore. Il y a d'autres démonstrations, bien évidemment. Mais en tout cas, maintenant que cette démonstration est terminée, que n'importe qui a pu la valider, vérifier que je ne m'étais pas trompé, eh bien nous sommes sûrs du résultat et nous sommes sûrs que le théorème de Pythagore a bien le droit de s'appeler théorème de Pythagore. Alors, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, tous les théorèmes ne sont pas aussi simples. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais. Alors, est-ce que je vais réussir à revenir en arrière? Ça va peut-être être problématique. Excusez-moi une petite seconde. Alors, attendez. Moi, ce que je vais. Ah, voilà, ça devrait être ici, voilà. Donc, je viens de démontrer le théorème de Pythagore et cette proposition a bien le droit de s'appeler maintenant théorème de Pythagore. Alors, si vous voulez, le théorème de Pythagore, je crois que vous en avez compris l'utilité dans la vie courante parce qu'il permet de calculer des distances. Mais malheureusement, quand on regarde un petit peu les mathématiques, la recherche qui se fait aujourd'hui en mathématiques, faire de la recherche en mathématiques, c'est se poser des bonnes questions. Eh bien, cette recherche aujourd'hui en mathématiques, et celle qu'on appelle les mathématiques pures, justement, cette recherche semble puiser toute son inspiration dans des problèmes a priori déconnectés du réel, c'est-à-dire déconnectés de toute préoccupation applicative. Alors, si vous me permettez, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples que j'ai choisis parce qu'ils sont simples à expliquer, mais qui ne sont toujours pas résolus. Premier exemple, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse. Alors, à ma connaissance, cette conjecture, encore une fois, conjecture, c'est un théorème qu'on n'a pas encore réussi à démontrer. Cette conjecture a été proposée en 1928 par Lothar Kollátz. Donc, vous voyez, 1928, ça fait 100 ans. Et donc, on ne sait toujours pas si c'est un théorème. Alors, je vous l'explique de quoi il s'agit. C'est extrêmement simple. Vous prenez un entier grand N quelconque. Si cet entier grand N est pair, vous le divisez par 2. S'il est impair, vous multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Et le nouveau nombre obtenu, que j'ai appelé ici U indice N plus 1, eh bien, vous le réinjectez dans cette machine. C'est-à-dire, est-ce que c'est pair, est-ce que c'est impair, etc. Prenons un exemple concret. Partons de 7. 7 est un nombre impair. Je le multiplie par 3, j'ajoute 1, ça fait 22. 22 est pair, je le divise par 2, ça fait 11. 11 est impair, ça fait 34, etc., etc. Et qu'est-ce que l'on remarque? Et c'est vraiment une remarque qui a été faite par Lothar Kollátz en 1928. On arrive à la suite, excusez-moi, à la suite 4 de 1. Et là, nous nous mettons à boucler, parce que 1 est impair, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1, je reviens à 4. Pair, je divise par 2, et 2 est pair, je redivise par 2, 1, et je me mets à boucler sur 4 de 1. Et donc, cette fameuse conjecture de Syracuse, c'est que, quel que soit le nombre de départ, en l'occurrence 7, quel que soit le nombre de départ, j'arriverai, au bout d'un temps plus ou moins long, à la suite 4 de 1. Alors malheureusement, on n'a toujours pas réussi à le démontrer. Toutes les expériences qu'on a pu faire avec les ordinateurs, évidemment, montrent que cela semble être vrai. Mais malheureusement, les expériences que vous pouvez faire avec un ordinateur ne sont pas suffisantes en général. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que avec un ordinateur, nous n'allons pouvoir essayer qu'un nombre fini de cas. Or, malheureusement, les nombres entiers sont en nombre infini. Et donc, comment être sûr que cette propriété est vraie pour tous les nombres en essayant, puisqu'on ne peut pas essayer. Voici maintenant un deuxième exemple de problème ouvert, de grande conjecture. C'est ce qu'on appelle la conjecture des nombres premiers jumeaux. Alors ça, c'est quelque chose qui a été soulevé il y a pas mal d'années, mais elle fut surtout remarquée en 1900 par Hilbert. Alors, vous vous souvenez tous de ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre entier qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.
Donc nous avons ici la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Je rappelle au passage que 1 est en dehors de cette liste, ça n'est pas un nombre premier, pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, les nombres premiers ont une propriété intéressante, c'est qu'ils sont en nombre infini. Et ça, c'est une propriété qui est extraordinaire parce qu'elle est connue depuis au moins 2000 ans et qu'elle a été obtenue finalement par des moyens très très simples. Donc, il y a une infinité de nombres premiers. Alors, de temps en temps, vous pouvez entendre dire on a trouvé le plus grand nombre premier. Non, on a trouvé le plus grand nombre premier connu. Mais demain, on en trouvera un plus grand, etc., puisqu'il n'y a pas de plus grand nombre premier. Alors, quelle est la remarque qui a été faite il y a plus de 100 ans maintenant? C'est que quand on regarde cette liste, on se rend compte qu'il existe des couples, comme 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31. Ces couples ont une propriété évidente, c'est que la différence entre les deux membres d'un couple est égale à 2. Par exemple, 19 moins 17 est égal à 2. Alors, est-ce qu'il existe une infinité de tels couples qu'on appelle des nombres premiers jumeaux? Eh bien là, encore une fois, on est bloqué dans cette démonstration, donc c'est une conjecture. Elle semble être vraie. Des progrès ont récemment été accomplis, mais on est encore assez loin de la réponse finale. Mais en tout cas, là aussi, l'ordinateur ne serait d'aucune utilité, puisque, encore une fois, il y a une infinité de nombres premiers, et donc il faudrait être capable de tester une infinité de couples pour être sûr qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, chose qui est évidemment impossible. Troisième exemple de problème ouvert aujourd'hui en mathématiques pures, et pour lequel on espère trouver une solution un jour ou l'autre, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Goldbach. Alors, elle a été formulée par Goldbach et Euler en 1742. Alors oui, là, cette fois-ci, c'est encore plus ancien que les exemples précédents, puisqu'on remonte à plus de 250 années en arrière. Et là aussi, une remarque élémentaire qui a été faite est la suivante. Vous avez ici, dans la colonne de gauche, les nombres pairs à partir de 4. 4, 6, 8, 10, etc. Et la remarque qui avait été faite donc par Goldbach et Euler, c'est qu'il semblait que tout nombre pair à partir de 4 pouvait s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 10, 3 plus 7, 5 plus 5, et évidemment 7 plus 3, puisque l'addition commute. Si on regarde un nombre entier un petit peu plus grand, comme 990, eh bien, il a une centaine de décompositions, comme vous pouvez le voir là. Il a une centaine de décompositions en somme de deux nombres premiers. Alors là, c'est pareil, on bute là-dessus depuis 250 années. En fait, dans ce cas-là, l'ordinateur pourrait éventuellement être utile tout simplement pour trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Imaginons que je trouve un nombre pair qui ne soit pas décomposable, eh bien ça voudrait dire que la conjecture est fausse, bien évidemment. Mais malheureusement, si cette conjecture est fausse, si ce contre-exemple existe, il y a de fortes chances pour que le nombre que je ne peux pas décomposer soit un nombre énorme. Or, malheureusement, nous n'avons pas toujours conscience du fait que les nombres entiers sont tous gigantesques. Les nombres entiers qu'on manipule dans la vie courante, par exemple, j'ai dépensé 200 € au supermarché, par exemple, la dette de la France est plus de 2000 milliards d'euros, etc. Finalement, ça nous paraît quelquefois des sommes importantes, des nombres importants, parce que 2000 milliards d'euros, c'est quand même une somme importante. Mais en termes de nombres entiers, ce sont des nombres minuscules. Et en fait, tous les nombres entiers sont absolument gigantesques. Je disais tout à l'heure en introduction qu'aujourd'hui, on connaissait 30 000 milliards de décimales de pi. Eh bien, ces décimales, 30 000 milliards de décimales, c'est un nombre entier, d'accord? Et maintenant, si je l'élève au carré, ou à la puissance 53, ou à la puissance 1027, ou tout ce que vous voudrez, qu'est-ce que je veux obtenir? Je vais obtenir un nombre entier encore plus grand. Et puis, si ce nombre entier est encore plus grand, lui-même, je l'élève à une puissance absolument démentielle, je vais obtenir un nombre plus grand, et en fait des nombres qui vous paraissent absolument titanesques, mais qui sont finalement tout petits par rapport à tous ceux qui vont suivre derrière. Donc, il y a assez peu d'espoir que grâce à un ordinateur, on soit capable de trouver un contre-exemple à la conjecture de Goldbach. Et donc, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est une démonstration. Un petit peu comme tout à l'heure avec le théorème de Pythagore, nous avons démontré
cette propriété fondamentale carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des autres côtés. Et nous savons maintenant que cette propriété est vraie pour tous les triangles rectangles et non pas uniquement pour un seul. Et donc, ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est une démonstration à la conjecture de Goldbach, mais malheureusement, encore une fois, ça fait 250 années qu'on la recherche. Alors bon, des problèmes comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a un dernier que je voudrais vous présenter, tout simplement parce qu'il est, à mon sens, si vous voulez, le plus beau qui soit ouvert aujourd'hui. Et en même temps, il va nous permettre d'introduire une notion très importante en mathématiques. Alors, si vous voulez, le problème posé initialement est le suivant. Vous avez deux ensembles matérialisés par ces ellipses grises, et dans ces deux ensembles, vous avez des objets, par exemple des pommes rouges et puis des pommes vertes. Et vous, la question que vous vous posez, c'est est-ce que ces deux ensembles contiennent le même nombre d'objets? Alors vous allez me dire, bah, écoutez, c'est pas très difficile comme problème. Si les mathématiques pures, c'est uniquement faire ce genre d'enfantillage, c'est peut-être pas la peine de faire autant d'études. Eh bien, et effectivement, pour cet exemple qui apparaît sur l'écran, il suffit de compter. Mais maintenant, imaginons qu'au lieu d'avoir 5 pommes rouges et 5 pommes vertes, j'en ai une infinité. Comment je vais faire? Eh bien, nous avons donné une définition à cela, et c'est en fait Georges Cantor, à la fin du XIXe siècle, qui l'a donnée, en procédant de la façon suivante. C'est mettre en évidence ce qu'on appelle une bijection. Une bijection, mais ce sont ces flèches bleues qui vont d'un ensemble à l'autre. Si je suis capable d'associer tous les éléments d'un ensemble à tous les éléments de l'autre, sans en oublier aucun et sans doublon, eh bien, je serai sûr à ce moment-là que mes deux ensembles, le rouge et le vert, ont le même nombre d'éléments, sans avoir eu à les compter. Et donc, ce procédé, mis en évidence d'une bijection, eh bien, fonctionne même avec des ensembles infinis. Alors, cette définition, vous allez voir, elle conduit à des paradoxes, enfin, ce qu'on pourrait considérer comme des paradoxes, mais qui n'en sont pas parce qu'ils viennent de la définition qu'on vient de donner de la taille d'un ensemble, enfin, ou de la comparaison de la taille de deux ensembles. Dans la boîte du haut, ici, vous avez les nombres pairs. Dans la boîte du bas, vous avez les nombres entiers. Finalement, vous voyez très bien que je suis capable de mettre en évidence une bijection entre les nombres pairs et les nombres entiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers. Alors que naïvement, on aurait pu se dire il y aura 2 fois moins de nombres pairs que de nombres entiers. Eh bien non, il y en a autant parce qu'il existe cette bijection évidente entre les nombres entiers et les nombres pairs. Alors c'est pareil, encore plus étonnant si vous voulez, il y a autant de nombres premiers que de nombres entiers. Donc voilà les nombres premiers, voilà les nombres entiers. Alors n'oubliez pas qu'il y a des petits points au bout là, qui veut dire qu'on part à l'infini. Mais donc il n'y a pas plus de nombres entiers que de nombres premiers. C'est très étonnant. Alors c'est pareil, les nombres rationnels, les fractions. Alors prenons les fractions positives si vous voulez. Eh bien c'est pareil, on est capable de les numéroter, on est capable de mettre en évidence un ordre entre les fractions tel que ça me permette de les numéroter. Alors cet ordre, il est le suivant. Les fractions, je les ai écrites dans un ordre tel que la somme numérateur plus dénominateur soit constante jusqu'à avoir atteint une certaine limite. 1 sur 1, 1 plus 1 égale 2. 2 sur 1, 2 plus 1 égale 3. 1 sur 2, 1 plus 2 égale 3. Ensuite, je passe à 4. 1 sur 3, 1 plus 3 égale 4, etc., etc. Là, je serai à 5, 3 plus 2 égale 5. Là, je serai à 6, etc. Donc, je vais regrouper comme ça mes fractions par paquet, telles que somme sur du numérateur et du dénominateur soit une certaine constante. Donc, une fois que j'ai réussi à dresser cette liste, eh bien, je peux tout naturellement numéroter les fractions. Et donc, très paradoxalement, il n'y a pas plus de fractions que de nombres entiers. Et je dis bien très paradoxalement parce que entre n'importe quel couple de nombres entiers, par exemple entre 2 et 3, il y a une infinité de fractions. Et bien malgré tout, au total, si on peut parler de total, eh bien, il n'y a pas plus de fractions que de nombres entiers. Alors, c'est pareil pour les nombres rationnels, quel que soit leur signe, il suffit d'alterner les positifs et les négatifs, et etc., etc. Alors, ces travaux-là ont été menés par Georges Cantor à la fin du XIXe siècle, et donc, il a montré ainsi qu'un certain nombre d'ensembles, comme les nombres pairs, comme les nombres rationnels, etc., avaient exactement le même nombre que l'ensemble des nombres entiers. Et il s'est dit, Georges Cantor, qu'en est-il des nombres réels? Alors, les nombres réels,
Nous n'allons pas ici les définir, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à définir si on veut le faire proprement, mais on va dire tout simplement que ce sont des nombres qui ont une partie entière, une virgule, et puis une infinité de décimales. Alors en général, ces décimales sont complètement aléatoires, et puis de temps en temps, elles sont très régulières, mais c'est finalement très très rare. Et alors, qu'est-ce qu'il a réussi à démontrer, Georges Cantor, à la fin du XIXe siècle? Il a réussi à démontrer qu'on ne pouvait pas numéroter les nombres réels. Et ça, je vais vous le montrer, parce que c'est assez étonnant. Je vais vous montrer comment Georges Cantor a procédé. Nous allons faire pour cela ce que l'on appelle une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va considérer que nous avons été capables de numéroter les nombres réels. Alors, voici la liste des nombres réels. J'ai pris ici volontairement des décimales avec uniquement des 0 et des 1, c'est uniquement pour simplifier la présentation. Donc, je représente les nombres réels en base 2, mais enfin, peu importe, le raisonnement est tout à fait général. Donc, voilà mes nombres réels. J'ai réussi à les numéroter puisque je fais ma démonstration par l'absurde. Donc, premier nombre réel, deuxième nombre réel, etc., etc. Et je vais jusqu'à l'infini, comme ça, l'infini des nombres entiers. Ensuite, je prends la première décimale du premier nombre et je l'inverse. Donc, c'était 0, ça devient un 1. Je prends ensuite la deuxième décimale du deuxième nombre, qui est un 1, je l'inverse, ça fait un 0. Je prends ensuite la troisième décimale du troisième nombre, c'est un 1, je l'inverse, ça fait un 0, etc., 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 etc. Et ainsi, je suis en train de construire un nouveau nombre ici, que voici. Et si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte que ce nombre réel, dont on voit ici la partie décimale, ce nombre réel ne peut pas être dans la liste. Pourquoi? Eh bien, ça ne peut pas être le premier nombre, puisque son premier chiffre, la première décimale, n'est pas la première décimale du premier nombre. Ça ne peut pas être le deuxième nombre, puisque sa deuxième décimale n'est pas la deuxième décimale du deuxième nombre. Ça ne peut pas être le troisième, etc., etc. Donc, le nombre réel que je viens de construire, qui est ici, avec encore une fois des points de suspension, ce nombre réel n'est pas dans cette liste, et donc, je suis incapable de numéroter les nombres réels. Alors ça, c'est une démonstration qui est absolument extraordinaire, de par sa simplicité. Et d'ailleurs, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui se soit rendu compte au préalable. Alors, une conséquence de cela, si vous voulez, c'est que finalement, il existe au moins deux infinis. L'infini qui caractérise finalement l'ensemble des nombres entiers, et puis l'infini qui va caractériser l'ensemble des nombres réels. Et chose extraordinaire, eh bien, Georges Cantor a mis en évidence une procédure qui permet de construire comme ça toute une hiérarchie d'infinis qui sont de plus en plus énormes. Et il y a donc finalement une infinité d'infinis, qui sont tous donc de plus en plus énormes. Et même, comme j'ai parlé d'axiomes tout à l'heure, on est obligé de rajouter des axiomes à la théorie des ensembles qui nous disent qu'il existe des infinis encore plus grands que tous ces infinis. Et c'est absolument fascinant et peut conduire même à la folie. D'ailleurs, Georges Cantor a mal fini ses jours, je pense, miné évidemment par ces problèmes. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Donc, d'une part, c'est pour vous parler un peu de sujets passionnants de recherche en mathématiques pures, mais c'est aussi pour introduire une notion absolument extraordinaire. Parce que donc, nous sommes ici en présence avec Georges Cantor de l'infini des entiers et juste au-dessus de l'infini des réels. Et Georges Cantor, il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un ou plusieurs infinis qui viendraient se coincer entre les entiers et les réels? Et donc, Georges Cantor a émis une conjecture qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèse du continu, qu'il n'y avait pas d'infini entre les entiers et les réels. Mais malheureusement, conjecture, c'est-à-dire que Georges Cantor lui-même n'a pas réussi à le démontrer. Alors, dans les années qui ont suivi, des progrès importants ont été accomplis dans ce domaine, et en particulier en 1938 par Kurt Gödel. Et Kurt Gödel a accompli vraiment ce qu'on peut appeler une performance, c'est-à-dire qu'il a démontré qu'on ne pouvait pas démontrer que c'était faux. J'insiste, il a démontré qu'on ne pouvait pas démontrer que cette fameuse hypothèse du continu était fausse.
En 1963, un autre grand mathématicien, Paul Cohen, lui a démontré qu'on ne pouvait pas démontrer que c'était vrai. Alors là, c'est très ennuyeux parce que voilà une conjecture dont on ne peut ni démontrer qu'elle est vraie, ni qu'elle est fausse. Et alors, c'est ça que je voulais introduire devant vous, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la notion d'indécidable. C'est-à-dire que ces fameuses propositions que j'ai montrées tout à l'heure, il y en a qu'on va pouvoir démontrer, on va pouvoir démontrer qu'elles sont vraies, d'autres dont on pourra démontrer qu'elles sont fausses, et puis d'autres dont on ne pourra rien dire. Et en fait, il y a énormément de propriétés de propositions indécidables, et cette fameuse hypothèse du continu, elle est justement le plus bel exemple d'indécidable aujourd'hui en mathématiques. Alors, que faire? Eh bien, justement, j'ai dit tout à l'heure en introduction en parlant des axiomes, que de temps en temps, on était obligé en mathématiques de rajouter un ou plusieurs axiomes pour justement franchir un obstacle. Et franchir l'obstacle de cette fameuse hypothèse du continu, aujourd'hui, elle demande à ce qu'on rajoute un axiome à la théorie des ensembles. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'axiome aujourd'hui qui emporte l'unanimité des mathématiciens. Donc, on est aujourd'hui dans l'expectative, on ne sait pas exactement ce qu'il faut vraiment introduire. Ou alors, est-ce que par malheur, il ne serait pas nécessaire d'introduire éventuellement, un petit peu comme avec l'axiome des parallèles en géométrie tout à l'heure, deux axiomes différents, qui l'un conduirait au fait que l'hypothèse du continu serait vraie, et puis un autre axiome qui conduirait au fait que cette hypothèse du continu serait fausse. Et à ce moment-là, il y aurait deux théories des ensembles. Enfin, bon, là, c'est vraiment de la prospective. Ce sont des sujets qui sont évidemment extrêmement pointus et le nombre de spécialistes de ce sujet sont vraiment très, très limités sur la surface de la Terre. Mais ce sont vraiment des sujets passionnants. Passionnants en particulier parce que la théorie des ensembles, elle est à la base des mathématiques. Tout peut s'exprimer en matière d'ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de répondre à ces questions. Alors, après ces envolées, si vous voulez, dans des espaces vraiment très abstraits et hypnotiques en quelque sorte, je voudrais dire qu'il existe quelques exemples de problèmes en mathématiques pures qui sont ouverts et qui sont connectés avec le réel. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais c'est juste pour le citer. C'est en particulier le cas de ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, et qui sont des équations fondamentales en mécanique des fluides et dont on trouvera évidemment des applications industrielles, par exemple lorsqu'on s'intéresse à l'aérodynamisme d'un avion ou d'une voiture. Donc, les équations de Navier-Stokes, c'est certainement le meilleur exemple d'équations de type mathématique pure qui ont des applications pratiques immédiates et qui font l'objet de recherches intensives et qui ne sont toujours pas terminées, malheureusement. Alors, ce que je voudrais maintenant faire, c'est vous parler un petit peu d'histoire, parce que finalement, j'ai déjà dit que les nombres premiers, on savait qu'ils étaient en nombre infini depuis 2000 ans. Donc les mathématiques, elles ont plus de 5000 ans. On trouve des traces sur les tablettes mésopotamiennes, déjà des résultats intéressants en mathématiques. Et donc, ce que je voudrais, c'est revenir en quelques minutes là, sur le théorème de Pythagore, qui donc remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, et pour montrer donc tout ce qui a pu se passer ensuite, un petit peu en suivant cette trajectoire. Et donc parler un petit peu des travaux de Andrew Weiss, en passant par Diophante d'Alexandrie, Gaspard Bachet de Syriac, et puis évidemment Pierre de Fermat. Et tout ça, encore une fois, pour vous montrer que les mathématiques, c'est quelque chose qui vit et que tous les jours, on fait de nouvelles découvertes, pas toujours exceptionnelles, mais on verra des exemples en particulier avec la géométrie fractale dans quelques jours. Alors, nous revenons un instant sur le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, encore une fois, Z2 égale X2 plus Y2. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ici oublier l'aspect géométrique. On va uniquement regarder la relation Z2 égale X2 plus Y2 et on va dire, eh bien, cette relation, c'est une équation unique avec trois variables, Z, X et Y. Alors évidemment, si je me contente des nombres réels, il est évident que cette équation a une infinité de solutions. Je peux prendre n'importe quoi, ça va marcher. Donc, pour que ce problème devienne intéressant, il va falloir se limiter dans nos objectifs. Et donc, nous allons dire, je vais m'intéresser à des nombres x, y, z qui soient entiers. Alors, est-ce que l'équation x2 plus y2 égale z2 a des solutions entières? Eh bien oui, il y en a une infinité, dont la plus connue est celle qui est ici, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, 9 plus 16 égale 25. Alors,
Cette relation, je n'ai pas encore donné son nom d'ailleurs, cette relation, elle a eu, et on pourrait dire qu'elle en a encore, mais ça c'est vraiment anecdotique, elle a eu des applications que voici. Apparaît ici sur ce dessin, vous voyez, c'est une corde. C'est une corde qui a 13 nœuds. Donc, s'il y a 13 nœuds, il y a 12 segments. J'ai colorié en bleu 5 segments, en vert, en rouge, pardon, 3 segments, et en vert, 4 segments. Vous retrouvez les 3 valeurs entières, solution de l'équation précédente. Imaginez que je mette la partie verte sur le sol, la partie rouge sur un mur, et que je sois capable de rabattre le bleu sur le vert. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que le triangle qui est ici est rectangle. Et ça voudra dire que mon mur est bien perpendiculaire au sol. Eh bien oui, c'est quelque chose qui a été utilisé et qu'on appelle la corde pythagoricienne, qui a été utilisée par des constructeurs à la fois en Égypte et en Grèce. Donc voilà une petite application du théorème de Pythagore, entre parenthèses, mais qui vous montre que de temps en temps, les mathématiques, ça peut servir à quelque chose. Alors évidemment, cette équation, elle a d'autres solutions, elle en a une infinité. Donc en voilà 2 exemples. Alors, ces équations, qui sont des polynômes, comme vous le voyez, dont on ne cherche que les solutions entières, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle des équations diophantiennes. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle des équations diophantiennes? Eh bien tout simplement parce qu'au IIIe siècle de notre ère, vivait à Alexandrie un mathématicien qui s'appelait Diophante. Et donc on l'appelait Diophante d'Alexandrie. Et Diophante d'Alexandrie s'intéressait déjà à ces problèmes. Alors évidemment, il savait que cette équation avait des solutions, mais il avait étudié d'autres types d'équations. Et malheureusement, une bonne partie de ses travaux a disparu, puisqu'évidemment, à cette époque-là, l'imprimerie n'existait pas, encore moins les ordinateurs et Internet. Et donc, une grande partie de ses travaux ont disparu lors de l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie en particulier. Mais une petite partie de ses travaux sont arrivés jusqu'en Europe environ au XVIIe siècle, et ils ont été traduits en latin, parce que ça c'était écrit en grec, ils ont été traduits en latin par Gaspard Bachet de Méziriac. Et cette traduction en latin des travaux de Gaspard Bachet de Méziriac, eh bien, ils sont tombés entre les mains de Pierre de Fermat. Alors Pierre de Fermat, si vous ne connaissez pas ce nom, je vous invite à le retenir parce que c'est un nom très important à la fois dans les mathématiques et dans la physique, puisqu'un des grands principes de la physique, c'est le principe de Fermat. Alors, Pierre de Fermat, lui, il avait une trajectoire absolument extraordinaire parce qu'il n'était pas du tout mathématicien ni physicien. Il était en fait magistrat au Parlement régional de Toulouse. Et puis, il faisait des mathématiques et de la physique comme ça pour le plaisir chez lui quand il n'avait rien d'autre à faire. Et donc, il voit les travaux, enfin du moins ce qu'il en restait, les travaux de Diophante d'Alexandrie. Donc, il savait évidemment que cette équation avait des solutions. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre de Fermat? Eh bien, il a fait quelque chose qu'on fait assez souvent en mathématiques et que, personnellement, je préconise beaucoup aussi quand on fait de l'informatique, eh bien, c'est de généraliser. Parce que quelquefois, la généralisation va conduire à une simplification. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme généralisation? Eh bien, tout simplement la chose suivante. Comme vous le voyez, il a remplacé les exposants petit 2 par des exposants petit n. Donc, équation nouvelle équation diophantienne, x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Cette équation a-t-elle des solutions entières x, y, z, quel que soit n? Alors, Pierre de Fermat avait conjecturé à l'époque, donc au XVIIe siècle, que pour n strictement plus grand que 2, il n'y avait pas de solution. Et d'ailleurs, l'histoire est assez amusante parce qu'il avait écrit dans la marge de la traduction en latin des œuvres de Diophante, il avait écrit qu'il avait trouvé une merveilleuse démonstration, mais qu'elle ne tenait pas dans la marge du livre. Alors en fait, on n'a jamais retrouvé trace de cette démonstration, et pourtant Pierre de Fermat entretenait une correspondance importante avec beaucoup de scientifiques et de mathématiciens en Europe, et personne n'a jamais trouvé cette démonstration. Donc, la raison en est assez évidente aujourd'hui, c'est tout simplement que Pierre de Fermat s'était trompé dans sa démonstration, et étant donné que c'était un individu, un esprit extrêmement brillant, il s'était rendu compte très rapidement de son erreur, et donc n'a pas publié cette fausse démonstration. Alors là, vous voyez, nous sommes au XVIIe siècle, et donc, que cette équation n'ait pas de solution pour n strictement plus grand que 2, eh bien, c'est resté une conjecture pendant 250 années. Et pendant 250 années, eh bien, on peut dire que tous les grands noms des mathématiques s'y sont confrontés.
Alors certains ont réussi à résoudre le problème partiellement pour certains types d'exposants petite n, d'autres se sont tout simplement trompés. Alors il n'y a pas de honte à se tromper, hein, ça vous arrive, ça m'arrive, etc. De temps en temps, les erreurs peuvent être fructueuses, et ça a été le cas d'ailleurs dans ce cas. Et puis, finalement, un jour, fin du XXe siècle, Andrew Wiles, en 1994-1995, a achevé la démonstration du grand théorème de Fermat. C'est-à-dire que cette équation n'a pas de solution pour n strictement plus grand que 2. Alors, je dis bien qu'il a achevé la démonstration parce qu'il s'est reposé en fait sur de nombreux résultats obtenus antérieurement, en particulier sur ce qu'on appelle la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil. Et c'est en fait cette conjecture qu'il a démontrée. Mais voyez, 250 années d'un travail absolument phénoménal qui a mis en œuvre les plus grands esprits mathématiques. Et tout ça pour dire que finalement, les quelques conjectures que je vous ai présentées tout à l'heure, et je vais rapidement les remontrer, nous avons parlé de la conjecture de Syracuse, nous avons parlé de la conjecture des nombres premiers jumeaux, nous avons parlé de la conjecture de Goldbach, entre autres. Eh bien, il est possible que ces conjectures soient résolues l'année prochaine, mais ne soient peut-être pas résolues dans 10 000 ans. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, vous voyez, tout ce que je viens de vous présenter là tendrait à conforter l'idée que les mathématiques pures, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que je viens de vous montrer, les conjectures et les théorèmes, ne servent à rien. La conjecture de Goldbach, a priori, ne sert à rien. La conjecture des nombres premiers jumeaux, a priori, ne sert à rien. La conjecture sur le Syracuse ne sert à rien. Mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire là? Pas nécessairement. Et justement, c'est l'exemple du grand théorème de Fermat qui va peut-être nous illustrer la chose. Premièrement, c'est le chemin parcouru qui a été le plus intéressant finalement. Parce que pour aller du problème posé et des connaissances que l'on avait à l'époque jusqu'au résultat, eh bien, il a fallu développer de nouvelles choses, mais surtout établir des ponts entre différents domaines des mathématiques qui, a priori, n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc, le chemin parcouru a été plus enrichissant que la destination elle-même. Donc, on a enrichi comme ça le corpus mathématique. Et puis, eh bien, il y a eu des applications a posteriori. Mais quand je dis des applications, il s'agit vraiment d'applications concrètes. En voici une. D'une manière très étonnante, comme je l'ai dit, permettez-moi de revenir juste une seconde en arrière, la démonstration de Andrew Wiles, elle repose sur la conjecture de Shimura, Taniyama, Weil. Et cette conjecture, elle concerne les courbes que l'on voit apparaître ici en blanc, qui sont ce qu'on appelle des courbes elliptiques. Alors, celle qui apparaît à l'écran a comme équation y2 égale x3 moins x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert sur ces courbes? D'abord, c'est très étonnant qu'on ait besoin de cette courbe pour démontrer le grand théorème de Fermat, mais oui. Alors, je ne peux pas vous donner le lien qui existe entre les deux, parce que d'abord, c'est un sujet qui est très compliqué, que je ne maîtrise pas complètement, évidemment. Et puis, je ne suis pas sûr que vous pourriez suivre, parce que ça fait appel à des notions que vous n'avez pas au lycée. Mais malgré tout, il a fallu passer par des courbes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert sur ces courbes? Eh bien, c'est qu'on était capable de définir l'addition de deux points. Vous voyez, par exemple, les deux points P et Q. Comment est-ce que je vais définir leur somme? Eh bien, tout simplement, je trace le segment PQ, je le prolonge, et le troisième point d'intersection R, je vais en prendre le symétrique par rapport à l'axe des X, et le point obtenu R', ça va être la somme des points P et Q. Alors maintenant, si on s'intéresse aux points qui ont des coordonnées rationnelles, etc., ça permet finalement de définir une nouvelle forme d'arithmétique. Et alors, où est l'application de cette nouvelle forme d'arithmétique? Eh bien, elle est dans le domaine de la cryptographie. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, quand on échange des messages sur Internet, on a quelquefois intérêt à les crypter pour que seul le destinataire puisse en saisir le contenu. C'est en particulier le cas lorsque l'on met une carte de crédit dans un lecteur de distributeur d'argent liquide, par exemple, et que l'on tape son code secret. Il est évident qu'il serait dangereux que circulent sur les réseaux informatiques
les codes secrets, les codes, les numéros de compte, etc., etc. Quelqu'un qui pourrait intelligemment intercepter ces informations pourrait ensuite utiliser ces informations pour usurper votre identité et prélever de l'argent sur votre compte. Alors, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, la sécurité sur les réseaux? En général, ça repose sur un problème que l'on croit être un problème difficile, mais sans en être vraiment sûr. Ce problème, il est le suivant. Si je vous dis, on va revenir sur les nombres premiers un instant. Si je vous dis 15, vous allez tout de suite me répondre 3 fois 5. Donc, vous êtes capable facilement de décomposer le nombre 15 en un produit de deux facteurs premiers, en le cas présent, en l'occurrence 3 et 5. Mais maintenant, si au lieu de vous dire 15, je vous donne un nombre qui a 1000 chiffres, par exemple, eh bien, malgré toute votre bonne volonté, malgré l'utilisation de toutes les ressources informatiques de la planète, vous ne serez pas capable d'obtenir la réponse rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est en moins d'un million d'années. Donc, aujourd'hui, la sécurité des réseaux et des systèmes bancaires en particulier repose sur cette difficulté de factoriser les grands nombres entiers. Mais malheureusement, on ne sait pas si c'est réellement un problème difficile, parce qu'il existe peut-être une méthode rapide de factorisation qu'on ignore aujourd'hui, mais qui existe peut-être. Et si malheureusement cette méthode existe et qu'elle est découverte, eh bien, cela, à ce moment-là, compromet toute la sécurité de tous les réseaux. Et c'est extrêmement grave. Eh bien, grâce à ces fameuses courbes elliptiques, nous avons une nouvelle forme d'arithmétique qu'on maîtrise et grâce à laquelle on va pouvoir faire de la cryptographie qui sera beaucoup plus sûre et beaucoup plus économique. Donc, vous voyez, voilà un problème qui, a priori, est très abstrait, ne sert à rien et qui, un petit peu par hasard, trouve une application dans le domaine de la cryptographie. Alors, est-ce que par hasard, la conjecture de Goldbar, les nombres premiers jumeaux, etc., et tous les problèmes, toutes les grandes conjectures que je n'ai pas évoquées, est-ce que par hasard, elles aussi ne trouveront pas des applications? Eh bien, ça, c'est quelque chose que je laisse l'avenir donner la réponse. Malheureusement, je ne la connais pas, mais en tout cas, ça n'est pas impossible. Alors donc, vous voyez, en résumé, les mathématiques pures, c'est effectivement un simple jeu de l'esprit. Et quand je dis simple, c'est de toute évidence un simple entre guillemets. On se pose une question. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un nombre infini de nombres premiers jumeaux? Et puis, on essaye de répondre à cette question en démontrant un théorème. Et puis, bien souvent, ces problèmes qui sont posés, et encore une fois, je ne vous ai proposé aujourd'hui que des problèmes que je peux décrire, que je peux vous décrire, mais malheureusement, il en existe d'autres et beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre, mais qui font finalement toute la recherche et toute la richesse de la recherche en mathématiques. Alors, en voilà terminé, si vous voulez, pour aujourd'hui sur ce sujet que je voulais aborder. Les mathématiques, finalement, ça ne sert à rien, mais c'est beau, et ça peut quand même servir. Et puis, donc, lors de la fois suivante, dans quelques jours, nous verrons cette fois-ci ce que l'on appelle les mathématiques appliquées, et en particulier les mathématiques appliquées à l'industrie et à la physique. Et là, nous verrons qu'il y a un complément, un aspect complémentaire entre les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Mais entre parenthèses, et j'en terminerai là-dessus, je disais tout à l'heure qu'il y avait à l'École polytechnique deux laboratoires de mathématiques. Eh bien, il y a évidemment un laboratoire de mathématiques pures qui porte le nom du grand mathématicien français Laurent Schwartz, et puis un deuxième laboratoire de mathématiques qui s'appelle le laboratoire de mathématiques appliquées, dans lequel je suis, et qui a été fondé par Jean-Claude Nédélec il y a maintenant quelques dizaines d'années. Alors j'en ai terminé. Une dernière chose, une petite information que j'aurais peut-être dû vous communiquer plus tôt, mais que je vais communiquer immédiatement. Vous avez ici l'adresse de mon site internet, w3lactam, avec 2m, polytechnique.fr. Et sur ce site, tout ce que je vous raconte et beaucoup, beaucoup d'autres choses figurent. Et donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations, toutes ces images en particulier. Et donc, maintenant, si vous le voulez, je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions si vous en avez. Je reprécise donc pour ceux qui sont arrivés, voilà, qui ont raté ce que j'ai dit en début de conférence, que les questions, il ne faut pas les poser dans le chat, il faut les poser dans l'onglet qui s'appelle Q&A. Ok, donc il y a une première question, est-ce que nous inventons les mathématiques ou est-ce que nous les découvrons? Alors, là, la question est d'une extrême pertinence et c'est quelque chose, c'est un sujet
que je voulais aborder la fois prochaine. Alors, soit je commence à l'évoquer dès maintenant, soit vous êtes patient et vous attendez la fois prochaine, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, parce que là, on rentre dans le domaine de la philosophie des mathématiques, et c'est vraiment un problème absolument fondamental, hein. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Enfin, comme, comme vous préférez, écoutez, si vous voulez donner une réponse rapide maintenant, du coup, ou si vous préférez Alors, attendre plus la prochaine je vais fois. répondre, alors, je vais répondre rapidement. Donc, je vais vous donner une réponse rapide aujourd'hui, et puis la fois prochaine, nous aurons une réponse plus longue. On n'en sait rien. Voilà, ça c'est la réponse rapide. Bon, bah, parfait. Je Donc peux pas ensuite, est-ce que je peux pas être plus rapide. euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc il y a des questions sur voilà, ce que c'est, vous, votre domaine d'études et votre parcours. Alors, donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis au Centre de mathématiques appliquées et je fais de la recherche en mathématiques appliquées, mais surtout, mon domaine de recherche privilégié, c'est l'image, justement. Bon, comment définir des images avec un ordinateur, mais aussi comment représenter les mathématiques, comment représenter la physique avec des images. Et c'est pour cela, et je ne l'avais pas dit en introduction, mais cette question est pour moi l'occasion de le préciser, toutes les images que je vous montre, alors aujourd'hui j'en ai pas montré beaucoup parce que ces sujets ne s'y prêtaient pas beaucoup, mais en fait toutes les images que je vais vous présenter dans les jours qui viennent, eh bien ce sont des images que j'ai calculées, en voilà un exemple d'ailleurs, ce sont des images que j'ai calculées à l'aide d'outils, de méthodes mathématiques et informatiques que j'ai développées. Mais si vous voulez, il y a un autre point important, c'est que lorsqu'on fait des mathématiques appliquées, on a besoin de faire des prédictions, c'est-à-dire de prédire certains phénomènes. Et pour prédire des phénomènes, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de faire des calculs. Par exemple, calculer la forme d'un avion, hein, pour qu'il aille plus vite en consommant moins de carburant. Et pour ce faire, on a donc besoin de l'ordinateur, on a besoin de faire des calculs. Et donc, un de mes sujets de recherche importants, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose dont j'aurai l'occasion de parler en particulier dans le quatrième épisode que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le dernier épisode, donc, c'est comment faire pour être à peu près sûr de la qualité des résultats qu'on obtient à un ordinateur. Et donc, il faut se poser un certain nombre de questions. C'est est-ce qu'un ordinateur se calcule exactement ou pas? Est-ce que ça fait des erreurs de calcul? Est-ce que le programmeur qui rédige des programmes pour faire des calculs, eh bien, est-ce qu'il est fiable à 100% ou est-ce qu'il peut commettre des erreurs? Et comment faire pour limiter ces erreurs, etc., etc. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, mes sujets de prédilection. Et puis enfin, il y en a un dernier qui justifie ma présence devant vous aujourd'hui. C'est justement d'essayer de faire un peu de prosélytisme, comme ça, de parler au grand public, de parler aux jeunes collégiens, lycéens, etc., de parler des mathématiques, de parler de leur beauté et de leur utilité. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à me déplacer dans des établissements scolaires ou dans des maisons de la culture, etc. J'accueille aussi de temps en temps des stagiaires, même des stagiaires de troisième, même si c'est pas toujours évidemment très facile de parler de ces mathématiques à des élèves qui sont en troisième, mais bon, il faut toujours essayer. Et encore une fois, le fait de faire des images peut beaucoup aider dans ce domaine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Oui, il y a encore d'autres questions, juste je précise qu'il faut bien les envoyer dans Q&A et pas avec le chat. Enfin, c'est pas très important, mais c'est préférable. Oui, donc il y a une question sur enfin, comment ça se passe quand on fait de la recherche en maths? Est-ce qu'on travaille seul, est-ce que c'est plutôt du travail en groupe? Comment se passe une journée en général? Alors, ben, écoutez, j'allais dire, c'est variable. Ça dépend des gens, ça dépend des sujets. En général, il y a des groupes, si vous voulez. Par exemple, notre laboratoire, il est structuré en certains groupes de travail. Il y a des gens, par exemple, qui s'intéressent uniquement ce qu'on appelle les équations différentielles. Il y en a qui s'intéressent à tout ce qui est aspect probabiliste. Il y en a qui s'intéressent à ce qu'on appelle les mathématiques financières, donc celles qui sont utiles dans la banque. Donc ça forme des groupes assez importants, c'est-à-dire plusieurs dizaines de personnes. Et puis à l'intérieur de ces groupes, vous avez des sous-groupes, parce que finalement, la recherche, elle est conduite par des chercheurs qui ont des diplômes et des thèses en particulier, c'est mon cas, mais l'activité d'un chercheur, c'est de faire de la recherche, mais c'est aussi d'encadrer de nouveaux chercheurs. Et faire de l'encadrement, ça veut dire superviser des thèses, c'est-à-dire que l'on cherche un sujet de thèse intéressant dans le cadre de ce que soi-même l'on fait,
on va soumettre ce sujet à un ou plusieurs étudiants brillants et leur donner 2 ou 3 ans pour arriver à un résultat. Alors, des sujets de thèse, il y en a des très abstraits, comme ceux que j'ai pu évoquer tout à l'heure, toutes ces grandes conjectures de mathématiques pures, mais dans le domaine des mathématiques appliquées, il y en a aussi, évidemment. Et je vais vous donner un exemple concret d'une recherche qui a été faite chez nous il y a quelques années. Si vous êtes très attentif, quand vous êtes dans la rue, vous noterez que le bruit que fait une voiture quand elle passe, sauf si le conducteur est complètement fou, mais en général, le bruit qu'on entend, c'est majoritairement le bruit des pneus sur la chaussée, en particulier s'il y a des pavés. Et donc, comme aujourd'hui, on cherche à lutter contre les nuisances des automobiles, et en particulier les nuisances sonores, si l'on pouvait réduire le bruit du contact des pneus sur la chaussée, eh bien, on réduirait le bruit des voitures. Eh bien, ça, c'est un sujet de thèse qui a été conduit chez nous pendant plusieurs années, donc sous les auspices des pneus Michelin. Donc, on a recruté un jeune élève de l'école polytechnique qui, pendant 2 ans, 3 ans, pardon, a travaillé sur ce sujet et donc a arrivé à des résultats très intéressants. Donc, voilà un petit peu comment se fait la recherche. Vous voyez, donc, c'est du travail collectif. On échange des informations et évidemment, aujourd'hui, avec les réseaux, les ordinateurs, tout ça, c'est facilité. Et puis, il y a un aspect un petit peu hiérarchique. Vous avez les chercheurs confirmés, des chercheurs un peu moins confirmés, puis les jeunes qui arrivent dans le laboratoire et qui progressivement montreront comme ça les échelons. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe la recherche chez nous et comment se passent nos activités. Il faut dire aussi, entre parenthèses, étant donné les circonstances actuelles, que nous avons la chance, nous, dans les mathématiques, d'avoir des activités qui se décentralisent facilement. Et c'est pour ça que pour nous, le télétravail n'est pas un handicap, ce qui n'est pas le cas évidemment de toutes les recherches et de toutes les autres activités humaines. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question, donc je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Je précise juste donc à tous les participants, je vous ai envoyé un questionnaire qu'il faudrait que vous remplissiez. Ça prend voilà, ça prend juste 5 minutes, c'est pour avoir un petit retour nous sur la conférence. Euh, merci beaucoup donc pour votre présence et voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi.